Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer cette séance du conseil municipal. Je vais en premier lieu procéder à l'appel. Monsieur Pierre Van Engard, Madame Valérie Castantono, Monsieur Marc Joly, Madame Martine Baconcavi, Monsieur Franck Lambert, Madame Maud Ribera, Monsieur Alexandre Denko, Monsieur Éric Le Serre a donné procuration à Madame Kitry Delbert, Madame Kitry Delbert, Monsieur Thomas Chardin, Monsieur Jérôme Dirpin a donné procuration, Madame Stéphanie Castandet a donné procuration à Monsieur Lambert, Monsieur Gérard Bernard, Madame Sophie Dédrich a donné procuration à Madame Brigitte Glise, Monsieur De Poumerac a donné procuration à Monsieur Marc Joly, Madame Brigitte Glise, Madame Isabelle Echeverry a donné procuration à Madame Valérie Castin, Monsieur Frédéric Daratz, Madame Élise Cougoureux, Madame Léa Ayer a donné procuration à Monsieur Van Engard, Monsieur Lionel Camblan, Madame Sylvie Caillot a donné procuration à Monsieur Camblan, Madame Allaire a donné procuration à Monsieur Verdier, Monsieur Christophe Raillard, Madame Karine Quinault a donné procuration à Monsieur Raillard et Monsieur Jacques Verdier. Je vous remercie, vous remercierez comme à l'habitude de pouvoir signer cette feuille de présence. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Monsieur Marc Joly. Tout le monde est d'accord? Très bien. Est-ce que tout le monde a bien reçu le dossier du conseil municipal? C'est bon? Très bien. Je vous propose donc de démarrer en premier lieu, notamment par rapport au procès verbal du conseil municipal du 27 janvier 2025. Est-ce qu'il y a des observations par rapport à ce procès verbal? Oui, Monsieur Camblan. Oui, merci. Donc, bon, on ne va pas vous féliciter pour un procès verbal qui semble normal et ça résiste. C'est un peu fort, effectivement. Et qui semble normal et bien rédigé. J'étais malheureusement pas là au précédent. Ça va? Oui, vous m'entendez? Désolé. Oui, vous m'entendez, oui, certainement. J'étais malheureusement pas là au dernier conseil municipal et je me permets de revenir succinctement sur une demande faite par Madame Caillot qui est mentionnée dans ce compte rendu dans ce PV de séance où elle vous demande, tel qu'il est indiqué, d'avoir la liste Excel de tous les mandats de 2022 et 2023. Ce à quoi vous avez répondu, et je cite dans le texte: « Je trouverais mieux que vous puissiez venir les consulter en mairie. Ça reste de la donnée de la commune et envoyer un fichier Excel comme ça sur le budget, ce n'est pas la meilleure manière de faire. » Donc je me permets de m'étonner encore une fois de vos réponses qui sont toutes assez coutumières. Vous nous reprochez à chaque fois de citer le code, de citer la réglementation, mais il n'y a qu'elle qui fait loi et ce que vous trouvez mieux, en fait, nous importe peu. Qu'il ne vous en déplaise, la loi indique à travers l'article 2121-6 du Code général des collectivités locales que toute personne peut obtenir communication des comptes, des mandats de n'importe quelle collectivité. Sur ce, la jurisprudence est constante. Ces documents sont communicables. De très nombreux avis de la CADA l'ont confirmé. Je peux vous citer le 2021-76-20, 2021-69-06, 2021-72-79, 2022-00-74, 2021-23-86 et je pourrais en citer un très grand nombre comme ça. Ce n'est même pas au titre de conseillers municipaux qu'on fait cette demande. Cette demande est faite en application du droit d'accès prévu au livre 3 du Code des relations entre le public et l'administration. C'est bien tout citoyen qui peut le demander. Nous imaginons bien que vous avez des choses à cacher pour ne pas accéder à notre demande. Pourtant, vous savez que nous finirons bien par les avoir. La saisine de la CADA est le préalable obligatoire à un recours contentieux, donc évidemment on va saisir la CADA. Mais on imagine un peu votre petit plaisir solitaire en refusant d'accéder à nos demandes, qui sont néanmoins légitimes. Tout administré a des droits, et on demande juste l'application de ces droits. Très bien, écoutez, saisissez la CADA. Encore une fois, ces documents sont disponibles en mairie, comme je vous l'ai précisé. Je n'ai strictement rien à cacher, et rassurez-vous,
ce n'est pas un petit plaisir solitaire. Je n'ai pas cet esprit-là. Sauf que c'est un droit de les avoir sur Excel, donc je ne vois pas pourquoi vous ne les fournissez pas. Ben, écoutez, saisissez la CADA nous enjoindra le cas échéant de vous les procurer, on le fera. Dans l'état actuel des choses, je suis encore maire de cette commune, et ce que je vous propose, c'est que vous puissiez venir les consulter en ligne. Je pense que vous allez... On a le droit de les avoir sur Excel. Par ailleurs, au regard de vos comportements ces derniers temps, je pense que vous n'avez aucune difficulté à exercer les recours à faire. Et ça doit être votre petit plaisir d'ailleurs, j'ai l'impression. Solitaire peut-être, ça je ne sais pas. On s'en passerait bien. Moi aussi, je m'en passerai très bien, et au regard de ce que vous pouvez faire, je pense que très sincèrement parfois, et même la plupart du temps, ce n'est pas vraiment justifié, mais encore une fois, si la CADA nous enjoint de fournir les documents, nous le ferons. Je vous propose de passer dans l'outil qu'il faut voter par rapport à ce procès verbal. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Première délibération à l'ordre du jour, il s'agit de la délibération pour l'attribution de la DSP relative à l'exploitation de la salle des Bourdelles. Alors, sur ce sujet en l'occurrence, et ça je tiens à en informer l'Assemblée au préalable, je ne participerai pas au débat, je ne prendrai pas part au vote, ayant par ailleurs des liens indirects avec personnel et indirect avec un des candidats en question. Donc je ne participerai pas, je ne voterai pas sur cette délibération, et donc je laisserai en l'occurrence mon adjoint, M. Pierre-Alain Bougarde, vous présenter les éléments et puis assurer, j'imagine, la prise d'information, vous donner les informations nécessaires ou produire les éléments nécessaires au débat. Pierre, je vous laisse la parole pour présenter cette délibération. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Juste un petit rappel de la procédure suivie. Vous vous souvenez que la DSP qui avait été prolongée d'1 an venait à terme le 7 octobre 2024. Pour ne pas perdre trop de temps et ne pas avoir une longue période sans activité, nous avons lancé l'appel d'offres pour une nouvelle DSP le 23 juillet 2024. La réception des candidatures était 2 mois plus tard, le 23 septembre. Et la commission de la DSP s'est réunie le 29 novembre 2024. Il y avait 4 plis qui avaient été reçus. 2 ont été rejetés pour documentation insuffisante, notamment. La société SAS OnStage on lui a demandé un complément d'information parce qu'il manquait certains détails. Et on a admis la société 2PV Production qui s'associe avec la société Bleu Citron. Suite à ça, une nouvelle commission de la DSP s'est réunie une semaine plus tard, le 6 décembre 2024, où malheureusement on a fait le rejet de la SAS OnStage parce que les éléments fournis suite à notre demande de complément étaient complètement insuffisants. Et on a accepté l'offre de 2PV Bleu Citron qui nous a permis d'engager les négociations. Il y a eu une réunion le 7 janvier 2025 sur cette offre de 2PV Bleu Citron. Compte tenu de modifications et des compléments qui étaient quand même largement en leur faveur, notamment une demande à cause de frais fixes prévisionnels qui nous semblaient très nettement exagérés, une demande exagérée également à 128 000 € pour le manque à gagner dans la première année, j'y reviendrai, une demande de laisser tomber les pénalités, etc. Donc, on leur a demandé de déposer l'offre finale le 22 janvier. On a posé une liste sur cette offre qui était toujours nettement favorable, un peu moins, mais nettement favorable, trop favorable à notre vue. On a posé une liste de questions. La collectivité a posé une liste de questions le 28 janvier et il y a eu des réponses fournies les 5 et les 6 février qui étaient quand même encore relativement favorables, notamment une limite de 10 jours pour la mise à disposition gratuite pour les événements communaux, toujours la demande de laisser tomber les pénalités, etc. Donc la seconde phase des négociations s'est faite en présentiel avec le candidat
Et l'offre finale que vous avez devant vous, enfin que vous avez dans le dossier, a été reçue le 12 février. Je tiens juste rapidement les points principaux, pour moi les 6 points principaux qu'on a obtenus par rapport à l'offre préliminaire, à l'offre première. C'est une redevance d'occupation qui sera au minimum de 50 000 €, ce qui est équivalent à celle qu'on avait dans la précédente DSP, qui a une part fixe à 3 000 € par an et une part variable de 0,30% sur le chiffre d'affaires jusqu'à un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros et 1,2% au-delà. Compte tenu du prévisionnel revisé qu'on a établi avec eux, ça devrait nous donner 51 361 €. On espère que ce sera au-dessus de ça. Second point, c'est la contribution communale en compensation du potentiel manque à gagner en 2025, donc cette année, dû au démarrage tardif de la DSP. En gros, nous avons pris des informations, c'est assez normal dans ce genre de métier, compte tenu de la mise en route que la notification ne pourra se faire que courant mars, disons vers 11 jours après cette date d'aujourd'hui, si on accepte ce dossier, donc mi-mars, compte tenu de ce... Donc, effectivement, la société, le candidat n'a pas pu faire des contrats fixes avec des artistes, et donc, éventuellement, une certaine programmation qu'ils osaient espérer ne pourra pas être réalisée parce que les artistes ont entre-temps signé peut-être avec d'autres salles. Et donc, cette mise en route tardive dans la saison impacte la programmation, surtout pour avril, mai et juin. Il y a ces 3 mois. Et donc, on a plafonné cette contribution communale à un maximum, je dis bien un maximum de 50 000 €, qui est donc nettement plus bas que les 128 000 € qu'ils demandaient au départ. Et on espère, si la programmation, effectivement, est plus intéressante, s'ils peuvent faire du rattrapage, on espère que ce sera plus bas que ça. Le troisième point, c'est nous sommes tombés d'accord, finalement, je notais qu'au départ, nous demandions 30 mises à disposition gratuites ou avec un tarif préférentiel. Eux, au départ, en proposaient 10. Bon, l'accord final, c'est on en a 12 mises à disposition gratuites, à décider par la collectivité où elle veut les allouer, et 18 à un tarif préférentiel qui est à peu près moitié prix par rapport au tarif commercial pour une partie tiers. Bien sûr, il y aura toujours des petits frais minimums, même sur les dispositions gratuites, notamment pour les sécurités incendies, etc. Mais en gros, ce sera quand même nettement plus avantageux que nous avions dans l'ancienne concession. Le quatrième point, c'est on a maintenu les pénalités comme nous l'avions dans notre première option, et donc ça nous avons tenu ferme et elles sont maintenues dans l'état. Il y a également un point qui était important, c'était ils prennent en charge, du moins dans leur périmètre, l'organisation du stationnement le jour des grands spectacles, qui était un des points que les riverains se plaignaient, le stationnement un peu sauvage sera diligenté par eux. Et le sixième et dernier point, c'est que si nous devons fermer la salle, empêcher donc d'avoir des spectacles à une certaine période pour les travaux, je vais revenir dessus, ce sera limité, la part communale, donc, qui est une contribution communale pour couvrir leurs frais fixes, sera limitée à un maximum de 35 000 € par mois. Voilà. Alors, concernant ces travaux, vous savez, on en avait parlé précédemment dans cette salle, sur des travaux qui touchent surtout la couverture thermique de cette salle et la couverture, le bruit pour les riverains qui se plaignent parfois
donc qu'il y ait une couverture d'isolement améliorée. Je tiens à noter que le projet de concession ne nous donne aucune obligation de faire ces travaux. Et si on les fait, on n'est pas tenu sur une date. Par contre, on va entamer quelques travaux nécessaires de bons propriétaires, notamment pour essayer d'enrayer des infiltrations d'eau que nous avons vues cet hiver, et pour améliorer des problèmes qu'il y a dans le système de chauffage-climatisation. Pour les autres travaux, on voulait se donner un peu plus de réflexion et le candidat nous a dit qu'en tant que professionnel du spectacle, il pourrait peut-être nous faire bénéficier, eux, de subventions et que, donc, après signature, il proposait éventuellement qu'on fasse un dossier en commun plus tard, après qu'on ait bien réfléchi ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire. Donc, voilà en gros en résumé les points de la procédure suivie et donc voilà, on pense qu'effectivement cette DSP pour 5 ans satisfait à ce que nous avions envisagé. Merci. Oui, je vous remercie. Juste quelques mots. On se réjouit de la signature de cette DSP après plusieurs mois sans activité de la salle. Au regard des éléments fournis et la procédure qui a été suivie par Madame Caillot, cela semble le meilleur dossier qui a été retenu. Le projet apparaît sur papier ambitieux. En 2019, lors de la précédente DSP, cela semblait également ambitieux. Néanmoins, des éléments exogènes étaient venus modifier ces plans initiaux. On ne peut que souhaiter la réussite du projet de ces nouveaux délégataires. Nous espérons qu'il y aura un contrôle précis et rigoureux de leur travail pour s'assurer qu'ils remplissent bien leurs obligations de service public. Concernant les investissements, c'est pas très bien précisé, mais évidemment, il doit s'agir de biens de reprise. Il me semble qu'il y a quelques mois, lors du lancement de la DSP, il avait été plus ou moins mis en avant que certains travaux seraient pris en charge par le délégataire. Bon, il va de soi que tout cela est illusoire au regard de ce type d'activité qui, disons-le, est quand même peu génératrice de revenus. Concernant les travaux, vous l'avez cité, et merci de ces précisions, et ils seront donc à la charge. On espère que vous allez nous donner de plus amples précisions sur ceci. Merci. Juste, merci beaucoup pour votre premier point. On peut vous assurer qu'effectivement, on tient bien à faire un contrôle précis et rigoureux de l'exécution de cette DSP. Bien sûr, sur les investissements, c'est un bien de reprise. Il y avait une option lorsque l'offre avait été lancée initialement, que le délégataire ou le candidat délégataire prenne en charge les travaux. On parle de l'acoustique et du thermique, avec des propositions à négocier, éventuellement une DSP plus longue ou des termes financiers. Comme vous pouvez bien le noter, comme ce n'est pas très générateur de revenus, cette option n'a été retenue par aucun des quatre candidats. Donc ce sera effectivement à notre charge. Et comme vous dites, on va étudier cela avec le candidat s'il est retenu en détail pour essayer de monter un dossier qui permettra d'un côté de satisfaire mieux le délégataire et également les riverains qui parfois se plaignent du côté sonore, surtout du côté sonore et aussi de cette salle. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut procéder au vote. Qui est pour? Unanimité, je crois.
celui-là ne participe pas. Merci. Très bien, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'une autorisation de participer à une vente publique sous la forme d'adjudication à l'enchérisseur le plus offrant. Donc, en l'occurrence, il s'agit de participer à une vente publique pour l'acquisition d'une parcelle cadastrée parcelle forestière section 1 numéro 23 et 31 et section J numéro 47 et 64. Donc, c'est une parcelle forestière qui se situe à proximité de la discothèque du Traouk sur la route de Souchon. Donc, l'objet de cette délibération est d'autoriser la commune à participer à cette vente publique pour un montant maximum, c'était spécifié au sein de la délibération, de 50 000 €, hors frais d'acquisition, sachant qu'une mise à prix est fixée à 39 000 €. L'idée, c'était de pouvoir se laisser un peu de mou pour pouvoir enchérir tout en tâchant de rester le plus raisonnable possible et de ne pas partir dans des prix extraordinaires. Donc, on a effectivement tâché de valoriser peut-être le prix de façon un peu plus importante par rapport au ratio généralement retenu du 5 000 € hectare en ce qui concerne une parcelle forestière. Voilà, le tout étant de nous laisser quand même quelques marges de manœuvre pour pouvoir, le cas échéant, faire la bonne offre et se porter acquéreur de cette parcelle forestière. Y a-t-il des questions, des observations par rapport à cette acquisition? Non. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit du programme de coupe de bois. Donc, je ne sais pas si Alexandre, tu souhaites nous en dire un petit mot. Le micro, s'il te plaît. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez un peu regardé les détails. Donc, l'objectif est de voter donc, dans cette délibération le programme de coupe 2025. Donc, à noter 2 points. Je suis en train de la chercher, je ne le retrouve pas. Excusez-moi. Voilà. Donc, à noter 2 points, donc on a des éclaircies numéro 1, numéro 3 et numéro 4, ainsi que numéro 5. Donc, vous avez toutes les valeurs donc, affectées qui sont des valeurs estimées par l'ONF. Et je vais faire un petit détail sur 2 coupes qui sont notées, 2 coupes définitives pour la parcelle 49 et la parcelle 29, qui sont 2 parcelles qui se trouvent en bordure de route en direction du Penon, où donc nous avions pris la décision de faire des coupes partielles. Et donc là, les coupes définitives donc, vont permettre de couper les pins qui restent, puisqu'on avait coupé les pins à hauteur de 75%. Sur ces 2 parcelles, donc, on peut noter que le choix qui a été fait délibérément par le groupe majoritaire a porté ses fruits en termes de régénération naturelle, puisqu'aujourd'hui les premiers comptages montrent qu'on a le double de sujets qui ont repris par rapport à on va dire, une régénération naturelle. Donc, les coupes ont été faites à 75% en 2021 et donc cette année donc, nous faisons les coupes, donc comme on l'avait expliqué dans une vidéo, on le fait maintenant et on va faire donc des coupes qui vont forcément abîmer les pins qui sont dessous et donc on ne peut pas trop attendre pour le faire, mais en tout cas le couvert végétal a permis une très bonne reprise sur la régénération naturelle de ces pins. Voilà. Et donc forcément, comme ce sont des coupes définitives, ce sont les recettes estimées qui sont les plus importantes, puisque le nombre de mètres cubes et la valeur de bois est plus élevé. Est-ce que vous avez des questions? Christophe? Oui, moi j'ai une question et 2 commentaires à faire. La première question, c'est dans le cadre des éclaircies numéro 1, vous vous exprimez en serre ou vous vous exprimez en mètres cubes?
C'est en mètres cubes tout le temps. Tout le temps, même, même éclaircie 1. Oui. Parce que les éclaircies, normalement, 1, les premières se font systématiquement en stère et non pas en mètres cubes. Bah, pour moi, c'est des mètres cubes, mais j'aviserai avec Maël Solo par rapport à ça. D'accord. Après, j'ai fait une estimation avec laquelle j'ai discuté avec un marchand de bois et un régisseur de forêt connu localement. Donc, vous arrivez à un prévisionnel de l'ordre de 133 890 €. C'est ce qui est le total des coupes que vous avez exprimé, en estimé. On doit arriver normalement à quelque chose qui devrait tourner autour de 165 000 €. C'est ce qui est exprimé actuellement au prix de la valeur des ventes des domaines actuellement. Voilà. Donc c'est juste une information. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est pas très grave, mais ça fait un écart quand même d'un peu plus de 20%. Ouais. L'estimé normalement devrait être au-delà de 20%. La chose suivante, c'est concernant le semis en ligne. Je rappelle juste, Christophe, que c'est des ventes donc, qui se font aux enchères. Oui, bien sûr. Il y a toujours une estimation et ensuite il y a un prix définitif et là on vote l'estimation. D'accord. Mais c'est juste pour information, pour dire que normalement ça devrait rapporter approximativement 165 000 € et pas 133 000 €. Je crois que ça fera plaisir à notre ami Pierre qu'il y ait des recettes supplémentaires. Concernant ce que vous avez présenté à propos des semis naturels. Donc, un semis naturel, donc vous dites qu'il y a approximativement le double de ce qu'il y a actuellement, de ce qui se ferait normalement avec un semis manuel, que les gens feraient manuellement. C'est-à-dire sur un semis manuel, on est approximativement à 1200 sujets à l'hectare. Je rectifie de suite, je me suis peut-être mal exprimé. D'habitude, donc, on vient, avant de faire une coupe rase, donc retourner la terre, d'accord, et il y a un semis naturel qui se fait, ensuite on vient faire une coupe rase. Oui, donc tout à par fait. rapport, tout à fait. quand je dis semis naturel, c'est-à-dire oui. avec des pins en semence. Oui, c'est bien qu'on voilà. Et donc par rapport à ça, aujourd'hui on a le double en moyenne par rapport à nos forêts que gère l'ONF, qui a des statistiques, on a à peu près le double de C'est-à-dire que vous avez approximativement 2400 sujets, puisque c'est 1400 la normale. On est presque à 4000 sur certains endroits. Bon. Quand vous allez passer, donc, bien entendu, vous allez traiter ces sujets en les mettant en ligne, c'est bien évident. Oui. Vous n'allez pas les laisser en jachère, je dirais, en vrac. Il y a des couloirs, c'est expliqué dans la vidéo, il y a des couloirs qui vont être faits donc pour pouvoir donc, notamment abattre les derniers pins et éviter d'abîmer un maximum ceux qui sont en dessous. Du coup, ça va permettre aussi de créer ces couloirs. Quand vous allez créer ces couloirs, grosso modo, les couloirs, on plante tous les 4 mètres les pins. Donc, vous allez créer des couloirs où vous allez laisser 1 mètre, 1,50 m, où vous allez conserver les pins qui sont arrivés en semis naturel. Et vous allez, tous ceux qui sont au milieu, ils vont mourir. Vous allez les faire sauter obligatoirement, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc, vous allez passer approximativement donc, de vos 4000 sujets, qui est un nombre monstrueux, hein, 4000, je précise, c'est colossal. Vous allez passer approximativement à 850 sujets, c'est ce qui est marqué sur toutes les thèses qu'on peut aller chercher de doctorat dans les Landes qui sont faites. Donc on va arriver à une plantation qui sera bien inférieure à ce qu'est un semis normal. Donc bien entendu, ça va engager, je dirais, durablement pour les 40 prochaines années, la gestion forestière de la ville de Seignos. Donc je crois qu'il faut bien le dire, que les rendements forestiers seront inférieurs à ce que sont les rendements forestiers normaux. Je sais bien que Pierre a insisté là-dessus, qu'on n'était pas là pour faire de la forêt de rendement ici, et qu'on était là plutôt pour faire de la forêt d'ornement. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci que c'est la volonté de la mairie, sur les 750 hectares de la mairie, de travailler dans ce sens. C'est ce que j'ai dit. Alors, Ouais, je répondrai après, vas-y. pour préciser, ces essais-là la décision a été prise sur les forêts qui sont en bordure de route pour éviter les coupes rases.
qui, on le sait, choquent tout le monde. Et ça permet aussi de faire des essais. Donc, on va voir ce que ça donne à l'issue, parce que au rythme de la forêt, on ne peut pas faire ça sur un an. Donc, les premières coupes ont été faites en 2021. 4 ans après, on fait cette coupe définitive, et on va voir bien sûr ce que ça donne derrière. Les essais, ils sont déjà faits. Les essais, ils sont connus. C'est une méthode qui est connue et reconnue depuis des années et des années. Les anciens de Seignos le connaissent parfaitement parce qu'ils faisaient comme ça à l'origine, à l'époque où on travaillait les forêts non pas en ligne, mais on travaillait les forêts comme elles étaient, puisqu'on faisait le soustre à cette époque-là et qu'on travaillait différemment et que tout était fait à la main et qu'on pouvait travailler dans ce sens. Le fait de mécaniser, inévitablement, on a un taux de mortalité des pins qui est bien plus élevé. Donc, je crois que c'est assez important de le signaler. Ce que je veux dire, donc, à mon sens, je trouve que cette méthode, et vous la trouverez, je le dis, sur le net très facilement, il y a des doctorats entiers qui ont été faits là-dessus. Vous le trouverez aussi auprès du CNPF à Bordeaux, qui vous indiquera exactement quels sont les rendements de forêt qui sont faits en semi-naturel. À ce jour, c'est très clair. Donc je rajouterai pour moi, en plus de tout ça, et ce qui me gêne, c'est que pour moi le motif écologique il est très contestable. Et je le conteste d'autant plus. Je vais un tout petit peu bouger par rapport au sujet de la forêt, mais sur l'avenue de l'Anguillème. C'est plus à bouger. Si. Non, je vais rester sur la forêt. Je vais rester sur la forêt. Sur l'avenue de l'Anguillème, on va créer un rond-point. Et pour créer ce rond-point, on va détruire un espace de 150 mètres carrés où il y a... Non. Je crois que malheureusement, vous avez une mauvaise information sur le sujet. Ah ben c'est l'information qui nous a été donnée à l'occasion de la commission d'urbanisme. C'est les plans qui nous ont été fournis. Je vais répondre en 2 points. Donc c'est la dernière question? Oui, c'est la blanc. Moi, c'était la dernière question, c'est que je disais que je trouvais étonnant que d'un côté, on essaie d'être très ornemental, très écologique, et de l'autre côté, du côté de l'avenue de l'Anguillème, on allait raser ce bosquet. Alors, je vais reprendre. Déjà, par rapport à la forêt en tant que telle, je tiens à préciser que c'est d'ensemencement, mais les coupes définitives qui suivent, et les rendements associés. Bon, déjà, d'une part, c'est 2 expérimentations qui ont été faites sur 2 parcelles, effectivement, en bord de route. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est non pas qu'il fallait passer d'une forêt de rendement à une forêt d'ornement. La forêt de landaise et la plupart de la forêt seignosaise est une forêt, effectivement, d'une part artificielle et de production. Donc, il ne s'agit pas tant de remettre complètement en cause ce modèle ou de dire que demain, il ne s'agit plus d'exploiter la forêt, mais simplement de faire pousser des arbres et de s'en contenter. Je dis juste que par rapport à l'unique logique productiviste qui a pu guider une partie de la gestion de ce massif forestier à Seignos ou ailleurs durant les dernières années, et ce qui a fait aussi et ce qui fait toujours l'économie de nos départements, je dis juste qu'on a une réflexion à avoir au regard de l'acceptabilité notamment de ces coupes rases pour la population. Alors on peut le regretter ou non, je dis juste que ça nous oblige à avoir des réflexions, et ces expérimentations, elles rentrent dans le cadre de ces réflexions-là. Donc encore une fois, on n'est pas sur une généralisation du dispositif. Aujourd'hui, on est sur des tests, et on pourra très précisément, alors je ne doute pas qu'il y ait une documentation universitaire exhaustive en la matière, mais on aura aussi en forêt communale désormais des exemples sur lesquels s'appuyer, et peut-être qu'effectivement il y a des coupes qui ne fonctionneront pas au moins, et auquel cas il s'agira peut-être de se poser la question à venir. Et en termes de pourcentage de forêt, ça représente sur toutes les 700 hectares de forêt qui nous appartiennent, ça représente une superficie qui est très faible sur la volumétrie. Donc si on réduit encore ça, enfin, si on le ramène au taux, au rendement, je veux dire, même si l'expérimentation n'est pas bonne, on ne va pas ruiner la commune de Seignos. Sur le deuxième point, enfin, je crois que c'est important de préciser que, parce que la dernière fois, moi j'avais compris, c'est quelque chose que vous vouliez généraliser sur tous les massifs de Seignos qui étaient en bordure de route, c'est ce que j'ai compris, donc ça ne va pas toucher qu'un seul massif, puisque d'après ce que j'ai regardé, il y a quand même pas mal des propriétés seignosaises qui sont situées en bord de route, donc ça va engager quand même le
ce que j'ai regardé, grosso modo, entre 50 et 60 hectares. Hein. Alors, pour être plus précis, cette décision-là, elle ne se prend que sur des coupes définitives. Et les coupes définitives, sur des parcelles en bordure de route, on n'en a pas tous les ans. Donc, ça permet, c'est la décision qui a été prise là, ça permet de faire des essais. On va voir donc a posteriori ce que ça donne. Et si ça peut, si on peut continuer, l'objectif, enfin, on ne va pas s'enfermer dans un schéma qui est négatif pour la commune. Voilà. Donc, mais pour ça, il faut lancer des expérimentations tant qu'on ne les a pas lancées, puisqu'en fonction aussi de l'orientation, on a un massif qui est très vallonné avec pas mal de tuques. Donc, en fonction des orientations, si c'est face nord, face sud, il va y avoir des rendements qui vont être différents. Et cette observation, il faut qu'on l'amène sur 3, 4 ans, 5 ans. Et donc là, on va voir cette année, après la coupe, ce que ça va donner l'année prochaine, si effectivement les pins qui ont pris repartent plus vite que les autres fois. C'est ce que les anciens piniers d'Ossedor appelaient les pins de terre, parce qu'ils avaient déjà essayé, ça a déjà été essayé X fois, et les pins de terre, quand ils ont été à l'ombre d'un pin, qu'on leur coupe le pin et qu'ils reprennent la lumière à pleine figure, il y a une mortalité qui est colossale. C'est connu, hein, c'est connu pour on fera le point effectivement sur cette expérimentation et puis on aura tout loisir de juger de la pertinence de celle-ci pour l'avenir. Juste concernant la deuxième question, concernant l'Anguiem, alors effectivement ça a été évoqué en commission d'urbanisme puisqu'on vous a présenté le projet de rénovation de l'avenue de l'Anguiem. L'objectif c'est effectivement de renouveler le tapis routier, c'est aussi de créer une piste cyclable sur le site et c'est de sécuriser 3 carrefours, puisque je pense que vous savez comme moi que ces carrefours sont extrêmement dangereux et qu'on a régulièrement des accidents. Donc je parle du carrefour de l'avenue de Paour avec l'avenue de l'Anguiem, avenue de Paour, avenue de l'Arigan, avenue de l'Anguiem, route d'Irage, donc ça c'est le premier carrefour. Le deuxième carrefour c'est la route de Sauvion, avenue du Frat avec l'avenue de l'Anguiem, et le dernier carrefour c'est l'avenue Charles de Gaulle avec l'avenue de l'Anguiem. En l'occurrence concernant l'espace boisé que vous évoquez, je crois qu'on parle du même qui est relaté dans votre courrier, monsieur Campbell, le courrier d'avocat que vous nous avez adressé il y a peu. C'est celui au croisement de l'avenue du Frat et l'avenue du Frat, route de Sauvion, avenue de l'Anguiem. C'est bien de celui-là dont on parle. C'est celui qui part depuis la route de l'Anguiem et qui croise la route qui va à Sauvion. Oui, on parle bien de celui-ci. En l'occurrence, alors contrairement à ce qui est évoqué dans votre courrier, monsieur Campbell, ce n'est pas un espace boisé classé. Une partie du massif relève effectivement d'une exploitation, mais qui est d'une protection, mais qui est beaucoup moins importante que l'espace boisé classé, et qui autorise la coupe de certains arbres pour peu qu'elle soit justifiée. En l'occurrence, elle l'est par ce projet, par la sécurisation du carrefour, qui, je pense, vous le savez, est extrêmement dangereux et dans lequel, malheureusement, on recense de nombreux accidents au fil de l'année. Et au-delà de ça, ce n'est pas le massif et les 150 arbres, je ne sais pas si c'est 150 arbres que tu as abordé. 150 mètres carrés, pardon. Oui, il doit y avoir 20-30 arbres. En l'occurrence, il y a un arbre qui est concerné. Un arbre qui se situe à proximité de la route, qui penche assez dangereusement et qui penchera sur le carrefour, et qui par ailleurs, dans le cadre d'un diagnostic qui a été réalisé par la commune, qui s'avère déjà largement abîmé, ne serait-ce que par des accidents et des voitures qui ont déjà été amenées, le percuter de pleine face non, mais à le frotter à de nombreuses reprises, oui, si je puis m'exprimer ainsi. Donc en l'occurrence, on ne met pas à mal ces 150 mètres carrés, on fait effectivement, dans le cadre du projet, tomber un seul arbre, et ce pour pouvoir sécuriser ce carrefour qui est dangereux. Ce projet, on a travaillé en essayant de toucher au minimum les arbres, parce que c'est notre volonté. Malheureusement, effectivement, il y a celui-ci qui doit notamment être coupé. Voilà. Enfin, je tiens quand même à préciser que le degré de classement n'est pas un espace boisé classé, et qu'en l'occurrence, on ne coupe pas 150 mètres carrés d'arbres, on est bien un seul. Donc on a regardé en détail les plans, malgré que c'était comme PowerPoint assez pixelisé, néanmoins avec l'emplacement de l'arbre le plus significatif mentionné sur le milieu du rond-point, il va de soi que c'est un tiers des arbres qui seront coupés à partir du moment où vous
prenez en centre du rond-point cet arbre et la voirie autour, nous avons regardé de près et nous avons montré si ça sera le cas. Non. Bah, le projet, je l'ai travaillé. Je sais exactement quelles sont les dates concernées et je vous le dis. Vous avez un plan de géomètre précis? Mais alors, si vous voulez, on fait un point à la prochaine commission urbanisme, on vous prépare, on présente un plan de géomètre. Il n'y a qu'un seul arbre qui est construit. Il y a eu un relevé géomètre avec une localisation de tous les arbres. Et justement, c'est pour ça que. Tourne un micro. Oui, je fais ça. Et après, Alexandre, si tu veux. On va prendre celui d'Alexandre peut-être. Et après, Alexandre, tu veux. Oui, bonsoir. Donc, on a bien fait un relevé géomètre et on a identifié l'implantation de chaque arbre et on a fait évoluer le projet en fonction. Dans un premier jet, la maîtrise d'œuvre avait prévu de couper bien plus d'arbres, notamment, alors c'était pas ce rond-point-là qui était le plus impacté, c'était le carrefour qui était sur Charles de Gaulle, et on a dû faire slalomer la future piste cyclable entre un bon nombre d'arbres pour ne pas les toucher. Donc ce pain-là, et vous allez le voir si vous allez sur place, c'est un pain qui est penché vers l'intérieur, vers la voirie. Donc ça veut dire que quand on va aménager ce carrefour, si on fait passer un bus, il va frotter en haut. Donc ça, c'est le premier problème. Faire ce carrefour en forme c'est pas un rond-point, c'est une forme de haricot. Ça nous permet d'éviter des franchissements directs de ce carrefour-là. Donc ça sécurise vraiment bien cette zone-là. On coupe bien qu'un arbre, ça a été implanté. On peut faire un point, si vous voulez, avec le plan géomètre. Il n'y a pas de sujet là-dessus, à part si le géomètre s'est trompé, mais c'est le géomètre externe. Donc là, on pourra faire éventuellement une pré-implantation, et auquel cas, on ne touchera pas beaucoup plus d'arbres. S'il y avait un sujet d'erreur de géomètre, dans ce cas-là, il n'y en a pas. Mais a priori, il n'y en a pas. Alexandre, tu veux dire et Monsieur Corban, si vous allez-y, et puis Alexandre, après si tu veux. Allez-y. On est quand même sur une zone où c'est un espace boisé à préserver, classé au PLUI. Couvert boisé à protéger, très exact. À préserver. Il y a quand même un programme en face de 35 500 mètres carrés qui va être urbanisé. Aujourd'hui, il n'y a rien, c'est un grand champ. Et vous allez me faire croire qu'on est obligé de couper des arbres pour implanter un giratoire à cet endroit. Même en face, sur le domaine public, je suis sûr qu'il y a assez d'espace. Je me permets d'avoir quelques doutes. Une des solutions ont été de mettre, à un moment donné, quand cette zone-là avait été travaillée, aurait été de réserver tout un espace du côté champ pour aménager ce carrefour. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Donc on est bien chez le privé. Le privé, on ne peut pas lui reprendre de la place côté champ parce qu'il a besoin de ce droit à bâtir. Il l'a acheté avec cette surface-là. Donc on ne pouvait pas impacter le voisin en face. Clairement, aujourd'hui, il fallait trouver une solution pour sécuriser, mais je vous dis, la réalité, elle est là. C'est qu'on a vraiment réfléchi à ça. Là, on parle d'un arbre. On va en replanter bien plus. Je n'ai pas le nombre exact. Peut-être que Pierre, tu l'as. Mais on va planter des dizaines et des dizaines d'arbres. Ce n'est pas des centaines. Parce que le long, on va tout reboiser. Et là, ce carrefour-là va être reboisé aussi. En face aussi. Et je veux dire, on a un projet qui est ultra travaillé d'un point de vue paysager. On a justement dans la maîtrise d'œuvre une paysagiste qui a travaillé le sujet paysage. Pourtant, on ne fait que de la voirie. On n'était pas obligé d'intégrer une paysagiste. Et on l'a fait pour justement venir harmoniser ce projet le long de la piste cyclable. L'idée, c'est de plus, à un moment donné, de ne plus voir les constructions et d'avoir des végétations à étage qui nous permettront de cacher ces constructions derrière qui seront dans le champ. Voilà. Oui, vous me prenez quand même un peu pour le perdreau de l'année, là, j'ai l'impression. Pas du tout. Si. Non. On sait très bien, quand même, qu'avec un aménageur, il y a des négociations. Si la mairie souhaitait avoir quelques mètres carrés pour un giratoire, il n'y a pas de sujet. On l'a fait sur un certain nombre de programmes antérieurement. Alors ça, c'est quand même pas, excusez-moi Monsieur Jardin, c'est pas un argument que je trouve très valable.
Si on se donne la peine, on l'a. Surtout quand on a un aménageur, je vous dis 35 500 mètres carrés. Je tiens encore une fois à préciser qu'on a finement travaillé le projet. Je tiens encore une fois à préciser qu'il s'agit d'un seul arbre. Ça, je le défends mordicus parce que effectivement c'est des plans de géométrie, il n'y a qu'un seul arbre qui est concerné. D'autre part, si vous allez me dire, je cherche un petit peu la bête, si vraiment vous étiez très attaché au couvert boisé le long de l'avenue de l'Anguillème, vous aurez par exemple voté la réduction des zones ouvertes à l'urbanisation, la réduction de 30% des zones ouvertes à l'urbanisation sur l'avenue de l'Anguillème. Notamment l'urbanisation devait s'étaler, en tout cas dans ce que vous avez fait voter lors de l'approbation du PLUI, une urbanisation jusqu'à l'avenue de Paour. Et là, en l'occurrence, si notre équipe municipale n'avait pas pris la décision de sortir ces terrains de la constructibilité, c'est pas un arbre qui serait coupé, c'est des centaines, et probablement des zones humides impactées. Donc, que vous puissiez être attaché aux arbres, c'est une chose, je l'entends, je ne veux pas mettre à mal vos convictions. Pour autant, vous avez eu largement l'occasion, notamment dans le cadre de ce mandat, de voter des décisions qui allaient en faveur notamment de la préservation des arbres, particulièrement le long de l'avenue de l'Anguillème, et vous ne l'avez pas fait. Voilà, c'est un deux poids deux mesures, je trouve, en la matière. Pour autant, encore une fois, je le redis, il n'y a qu'un arbre qui est concerné par ce giratoire. Alexandre, tu veux dire un mot? Alors moi, j'aimerais bien plutôt de traiter les affaires personnelles, qu'on revienne sur la décision, parce qu'aujourd'hui, on sait, sur cette délibération, pardon, parce qu'en fait, vous êtes appuyé sur ce point, sur le programme de coupe pour parler et faire du hors-sujet, clairement, pour une affaire qui vous tient à cœur, parce que ces arbres sont à proximité de chez vous, je tiens quand même à le dire. Et effectivement, comme l'a dit Pierre, on a voté et on a pris un choix délibéré de réduire les espaces urbanisés qui avaient été mis en place par le PLUI. De mémoire, c'est à peu près 8 à 10 hectares, dont une forêt. Donc maintenant, je vais appeler au vote. Qui est pour ce programme de coupe? Vous pourrez vous exprimer après, M. Corman, si vous voulez. Vous êtes favorable? Oui. Au programme de coupe? Très bien. Vote à l'unanimité, je vous remercie. Dernier mot, M. Corman, mais rapide, parce qu'après... Rapide... Si. Non. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai la charge de mener ce débat, donc je vais vous demander effectivement d'aller rapidement. Au regard de l'intervention qui vient d'y avoir, et de l'huile mise sur le feu, merci Christophe. Je le redis, on est pour un aménagement de ce carrefour, il n'y a pas de sujet. Il y a 35 000 mètres carrés à côté qui aujourd'hui sont un champ. Si on veut se donner la peine, on pourrait. Mais vous voyez, je vais être franc et direct, et là je vais regarder tout le monde droit dans les yeux. J'ai l'intime conviction que ce projet, encore une fois, illustre la manière dont est gérée cette commune depuis quelque temps. Alors je sais que je vais aborder un sujet, vous allez encore feindre l'outrage, le scandale, dès que nous abordons ce sujet. Vous allez jouer les indignés, certes, mais néanmoins, on va dire les choses. C'est que depuis des années ici, c'est l'histoire des petits arrangements. Bon. Si. Bon, entre les élus qui utilisent le véhicule de la ville pour les déménagements. Jusque-là, vous vous donniez, c'était très bien. Les élus qui font acheter des cendriers fabriqués par leurs enfants par la mairie. Le rachat du local au Penon à un prix démesuré. N'importe quoi. Puisque vous me tendez la perche, je vais oser dire les choses. Mais osez, allez-y. Oui, si, quand même. On va parler maintenant un peu de M. Chardin. Je pense que... Puisqu'on est quand même plusieurs élus à avoir été convoqués par la gendarmerie pour aborder un sujet qui nous avait quand même grandement surpris, puisqu'on avait appris que M. Chardin, adjoint à l'urbanisme, aux travaux et à l'assainissement, nous avait subitement expliqué qu'il fallait transférer la compétence au assainissement au SIDEC, comme ça du jour au lendemain en conseil municipal, sans évidemment jamais nous dire que c'était un de ses clients, une situation que je qualifierais d'un peu gênante. Tout cela reflète clairement un mode de gestion. Aujourd'hui, c'est bon, on arrête. la création de ce giratoire au gîte de l'Anguillème
Et clairement, dans la même veine, nous savons tous que le sujet, c'est que comme cela a été indiqué par monsieur, c'est que je suis le premier riverain de ce carrefour, et je ne trouve pas anodin que vous souhaitiez couper des arbres, pile à cet endroit, des arbres centenaires. Non, arrêtez. Mais je serai franc et direct. Mais vous êtes pas la première de cette commune. Dès la première Arrêtez, c'est fois, bon. Mais même quand il n'y a rien à dire, vous à titre personnel, contre M. Pécastin, M. Chardin, l'ensemble des membres de la commission Oui, urbanisme, c'est-à-dire M. Vandenbogart, M. Poumirak, M. Denko et tous les autres. Oui, mais toute la commune, Pour comme prise vous dites. illégale d'intérêt. Oui. Nous déposerons plainte pour prise illégale Oui. d'intérêt, puisque le fait d'utiliser ces fonctions pour nuire à quelqu'un constitue bel et bien Mais une vous prise êtes illégale malade. d'intérêt. Donc je sais que tout le monde s'excite sur son siège, vous voulez Non. le souligner, mais néanmoins nous ne sommes plus dans les années 80. Très bien. Le monde a bien changé, mais comptez sur moi pour ne rien lâcher. Alors, pour rien lâcher, ça, il n'y a pas de souci. Sauf que, si vous voulez, M. Herman, déjà, l'élection 2023 était un gap dans le n'importe quoi. Alors, maintenant, si vous, très sincèrement, si vous pensez que cet arbre doit être coupé, je dis bien un arbre, juste parce qu'il est devant chez vous, ma réaction, c'est ça. Et alors, si vous voulez me mettre au tribunal pour prise illégale d'intérêt, écoutez, ça ne sera pas la première fois et probablement pas la dernière fois de ce mandat. J'ai l'impression, si vous voulez, je reçois pas un courrier par semaine de vous, tous les 2 semaines à peu près, pour des recours, des trucs, c'est bon quoi. Si ce que vous n'arrivez pas à obtenir par les urnes, vous essayez de l'obtenir par le tribunal, eh ben on va jouer un certain temps. Allez, passons à autre chose. Franchement. Oui, si tu veux, Thomas, mais après on passe. Bon, je vais essayer de faire vite et synthétique, mais vous m'accusez du coup, à tort, hein, clairement, sur la partie SIDEC, vous dites qu'en gros, j'ai choisi de mettre le SIDEC à Seignos parce que c'était un de mes clients. Enfin, c'est grave ce que vous dites. Donc là, si vous me mettez une plainte, bien évidemment qu'on va aller devant le tribunal. Et avec mon avocat aussi, je vais aller me défendre. Parce que clairement, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, si vous étiez un minimum renseigné, je n'étais pas pour le SIDEC dès le départ. Enfin, j'aurais été plutôt pour une régie, moi, personnellement. Donc, enfin, à un moment donné, vous allez loin, là, je pense. Donc, on peut y aller. Enfin, clairement, allons-y. Voilà. Allez, faisons. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça sent le municipal 2026, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elles vont commencer au tribunal, pas dans les journaux. Franchement, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Allez, passons à autre chose. Mais très sincèrement, si vous voulez donner une bonne image à voir ce conseil municipal, il n'y a pas si longtemps, on avait le conseil municipal des jeunes juste à côté. Franchement, quand j'ai vu le spectacle donné, je me suis dit, est-ce qu'un jour, demain, on aura des jeunes pour venir se présenter au conseil municipal? Franchement, parfois, je me pose la question. Et si vous voulez, vous pouvez mettre au tribunal pour ces paroles-là. Délibération suivante. Il s'agit de la dénomination de la voirie du lotissement, lequel lotissement qui se situe en arrière de l'avenue Charles de Gaulle, entre la Charles de Gaulle et l'étang noir. Donc il s'agit de dénommer la voirie qui va desservir ce lotissement, et il vous est proposé de la nommer rue de la Calmine. Est-ce que vous avez une observation à ce sujet? Non? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'une autre dénomination, cette fois-ci impasse Galip. Alors il s'agit de dénommer l'ex-impasse des Galipes en allée des Galipes, puisqu'il s'avère que cette impasse va devenir une rue, une allée, en l'occurrence, dans le cadre de l'organisation d'un quartier à proximité de l'école quartier. On est sur 10 logements. Donc, il s'agit de changer cette dénomination, de les passer en impasse, de passer de l'impasse à allée des Galipes. Y a-t-il des observations? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'un déclassement de place Gentille. Comme vous le savez, selon le plan joint à la délibération, nous avions délibéré sur le principe d'une cession et d'un échange avec la copropriété composée aujourd'hui du restaurant du Finlandais, du Carrefour et de l'Alibi, et ce afin de pouvoir notamment poursuivre et engager l'aménagement du Penon. Cet échange concerne une parcelle de 950 mètres carrés dont nous ferions l'acquisition en échange de plusieurs petites parcelles d'une surface totale de 180
194 mètres carrés. Donc, pour pouvoir procéder à cet échange, il s'agit de désaffecter et déclasser ces bouts de terrain du domaine public, puisqu'ils font partie aujourd'hui du domaine public. Et ainsi, après déclassement et désaffectation, nous pourrons procéder à l'échange. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non? Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'autorisation pour donner mandat au centre de gestion concernant le lancement de la consultation pour conclure une convention de participation dans le domaine de la santé. Je laisse la parole à Marjorie. Merci. Donc il s'agit de donner mandat au centre de gestion dans le cadre de la loi du 20 avril 2022 relative à la complémentaire santé qui rend la participation financière de l'employeur, c'est-à-dire de la collectivité, obligatoire à hauteur de 15 € brut mensuels, et ce à compter du 1er janvier 2026. Pour ce faire, le législateur a trois possibilités pour les collectivités, soit la mise en place d'une convention de participation qui a une procédure de mise en concurrence lancée en propre, parce que c'est la commune qui fait un appel d'offres sur les mutuelles en propre, soit l'adhésion à une convention de participation proposée par le centre de gestion, soit, si aucune de ces possibilités n'est retenue, l'adhésion des agents par un contrat individuel labellisé, c'est-à-dire des contrats reconnus. Donc l'objet de la délibération, c'est de donner mandat au maire pour pouvoir donner mandat au centre de gestion pour qu'il puisse lancer cette consultation, en sachant que la consultation du centre de gestion va être faite durant l'été 2025 pour un résultat fin 2025. À l'issue de la consultation, c'est pas parce qu'on a donné mandat qu'on a l'obligation d'adhérer à cette consultation. Libre à nous, après avoir eu les résultats, d'adhérer ou pas à ce qu'aura mis en place le centre de gestion. Et il restera donc les deux autres hypothèses pour mettre en place les dispositions légales. Est-ce qu'il y a des questions? Dans ce cas, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante, il s'agit de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels. Comme vous le savez, toute collectivité a une obligation de mettre en place un document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qui a été fait depuis plusieurs années, et chaque année ce document doit être réévalué, toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire il sert à sensibiliser les agents et à la hiérarchie sur la prévention des risques professionnels, d'instaurer de la communication sur ce sujet, de planifier des actions de prévention et de suivre l'évolution des risques. Il a été mis à jour cette année, alors on s'est appuyé pour le faire depuis 3 ans avec le centre de gestion. Le comité social territorial en date du 4 février 2025 a donné un avis favorable sur ce document unique. Donc nous proposons de valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et ainsi d'approuver les engagements sur la planification liée à l'évolution et à la suppression des risques professionnels. Est-ce que vous avez des questions? Si pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de solliciter une 3e tranche de PTR, dotation d'équipement et territoriaux, donc subvention d'investissement de l'État, pour les travaux de l'école, sachant que nous avons déjà obtenu sur les 2 premières tranches de travaux 1 89 120 € de subvention de la part de l'État pour la construction, enfin l'extension et le réaménagement de l'école des 2 étangs. Il s'agit de solliciter une troisième tranche pour finaliser la dernière tranche, en tout cas le financement de la dernière tranche, donc montant subventionnel à hauteur de 40%, soit 652 €. Évidemment, on verra ce qui nous sera accordé, sachant que l'État a pour le coup été assez généreux depuis le début et qu'on a déjà près d'1 million d'euros de financés grâce à cette subvention. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante et dernière délibération à l'ordre du jour. Il s'agit de la transition du relais information jeunesse vers la structure information jeunesse. Je vais laisser la parole à M. Franck Lambert. On va lui donner le micro parce que l'autre ne fonctionne pas. Après, bonsoir tout le monde.
Alors, dans le cadre de notre politique en faveur de la jeunesse, nous souhaitons faire évoluer le relais information jeunesse existant actuellement vers une structure information jeunesse labellisée. Ce nouveau dispositif se substituerait donc au relais information jeunesse que nous avions validé en conseil municipal le 26 septembre 2022. À la demande du Centre régional d'information jeunesse, l'opportunité est donnée à chaque commune de Max ayant bénéficié du label Relais Information Jeunesse de préciser, de clarifier l'étendue de son engagement. Depuis plusieurs années, Max est compétente pour la mise en œuvre de l'information jeunesse sur tout le territoire communautaire, notamment au travers de l'Escale Info. Ce dispositif qui est labellisé Information Jeunesse jusqu'en 2029 accompagne les jeunes âgés de 13 à 30 ans en leur proposant une information de proximité, gratuite, de qualité. Le relais information jeunesse mis en place par la commune de Seignos avec le soutien de Max avait pour objectif de compléter l'action de l'Escale Info en favorisant un maillage territorial plus dense. Pour renforcer l'efficacité et la visibilité de notre service à Seignos, nous souhaitons donc aller plus loin en obtenant directement la labellisation officielle Information Jeunesse auprès du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, et du CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse de notre région. La transition du relais information jeunesse vers une nouvelle structure labellisée Information Jeunesse répond à plusieurs objectifs, comme vous avez pu le lire dans le dossier. Donc je les rappelle, ils sont au nombre de 4. Améliorer l'offre et la qualité de service, renforcer l'impact du service, accompagner l'autonomie et l'insertion des jeunes, et enfin favoriser la transition numérique et l'innovation. C'est pour cela que nous vous proposons aujourd'hui de valider la transition du relais information jeunesse vers une structure information jeunesse, d'approuver la demande de labellisation de ce service en tant que structure information jeunesse, d'autoriser le dépôt du dossier de candidature pour cette labellisation auprès des services compétents, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette décision et à solliciter toute subvention liée à la mise en place et au fonctionnement de la nouvelle structure information jeunesse. Je vous remercie et je suis prêt à accueillir vos questions s'il y en a. Merci Franck pour cette explication du dossier. Oui, Jacques. Juste une petite question, puisqu'aujourd'hui on va voter pour pouvoir déposer les dossiers qu'il fallait déposer en février 2025. Si je lis le texte bêtement. Il n'est pas trop tard pour le déposer? A priori, non. C'est pas trop tard, c'est juste qu'il nous faut l'aval du conseil municipal. Donc on a décidé de le passer aujourd'hui. Il manque la délibération pour aller voir le dossier. De toute façon, la labellisation ne sera effective qu'en mai 2025. Il y a une instruction d'avoir un mai. Oui, auprès des services de l'État. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. L'ordre du jour de ce conseil municipal est épuisé. Je vous souhaite une bonne soirée. Le prochain conseil municipal est prévu le 31 mars et nous examinerons le compte financier unique et le budget prévisionnel 2025. Je vous remercie.